Les mutations de l'Europe, l'ouverture de l'Europe sur le monde au XVe et XVIe siècle. Première partie, les Européens présents dans de nouveaux espaces. Au XVe siècle, la Méditerranée est le cœur économique des Européens, la zone de contact pour obtenir des produits venant d'Afrique et d'Asie. Les Byzantins et les Arabes sont des intermédiaires commerciaux qui livrent aux Européens des produits asiatiques, notamment les épices venant de l'Inde. Mais après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, l'accès à ces produits devient très difficile. Il faut donc trouver d'autres routes. Les Portugais sont les premiers à le faire avant même la prise de Constantinople. Leur projet est de contourner l'Afrique pour atteindre l'Inde. Mais au XVe siècle, les Européens ne connaissent pas ce qu'il y a au sud des côtes de l'Afrique du Nord. Il s'agit pour les Portugais, dans un premier temps, de repérer les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est qu'en 1488 que Bartolomeu Diaz atteint le cap de Bonne-Espérance. La route de l'Inde n'est plus très loin. C'est alors que le roi et la reine d'Espagne décident de financer l'expédition de Christophe Colomb qui propose la route de l'Ouest. Partant du principe que la Terre est ronde, il suffit d'aller vers l'Ouest pour atteindre l'Asie. En 1492, il atteint les Caraïbes, persuadé d'être dans les îles au large du Japon. Les Portugais poursuivent, eux, le contournement de l'Afrique et Vasco de Gama atteint l'Inde en 1498 et Cabral découvre le Brésil en 1500. C'est Amerigo Vespucci qui réalise que Christophe Colomb n'a pas atteint l'Asie, mais qu'il s'agit d'un nouveau continent, un nouveau monde. Pour l'Espagne, Magellan entreprend alors avec 5 navires de contourner l'Amérique par le sud pour aller en Inde. L'expédition part en 1519. L'Asie est atteinte en 1521, mais Magellan y est tué. C'est Elcano qui ramène l'expédition en Espagne en contournant l'Afrique. Un seul bateau revient en 1522. C'est le premier tour du monde, démontrant par la même occasion que la Terre est bien ronde. Ainsi, en quelques décennies, les Européens entrent dans le commerce de l'océan Indien et deviennent les maîtres de l'océan Atlantique. Les Espagnols font la conquête d'immenses territoires en Amérique. L'Empire aztèque en Amérique centrale est conquis par Cortés et l'Empire inca en Amérique du Sud est conquis par Pizarro. De nouveaux échanges se mettent en place entre l'Europe et les Nouveaux Mondes. On parle d'une première mondialisation. Les Espagnols extraient des tonnes d'argent et d'or en Amérique du Sud qu'ils envoient plusieurs fois par an en Europe. Dans les cales des navires, il y a également des produits inconnus en Europe. Le cacao, le tabac, la pomme de terre, le maïs, la tomate et le melon. En échange, l'Amérique a réussi à acclimater le riz, la banane, la canne à sucre, le café et le mouton. En résumé, les Espagnols et les Portugais cherchent de nouvelles routes commerciales maritimes. Les Portugais parviennent en Inde en contournant l'Afrique en 1498 grâce à Vasco de Gama. Ils découvrent le Brésil en 1500. Les Espagnols, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, arrivent en Asie en 1521 grâce à l'expédition Magellan. Les Espagnols conquièrent d'immenses territoires en Amérique, l'Empire aztèque et l'Empire inca. Des échanges ont lieu entre l'Europe et les Nouveaux Mondes. C'est la première mondialisation. Deuxième partie, la recomposition de l'espace méditerranéen. En 1453, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, tombe aux mains des Turcs ottomans qui en font leur capitale sous le nom d'Istanbul. Les Ottomans connaissent une expansion territoriale depuis le XIIIe siècle. Ils s'implantent en Anatolie, l'actuelle Turquie, et dans les Balkans, l'Europe du Sud-Est. Après la prise de Constantinople, les conquêtes se poursuivent. Les Ottomans agrandissent leur empire en achevant la conquête des Balkans. Ils conquièrent également la Syrie, la Palestine et l'Égypte, ainsi que les villes saintes musulmanes de la Mecque et de Médine.
Cela fait du sultan, le nom donné au chef de cet empire, le commandeur des croyants. C'est Soliman le Magnifique qui dirige l'Empire ottoman à son apogée de 1520 à 1566. Il poursuit ses conquêtes en Europe avec une victoire sur les Hongrois en 1526, mais il est stoppé aux portes de Vienne en 1529. Il contrôle la Méditerranée orientale grâce à sa flotte. Et Barberousse, le grand amiral de la flotte ottomane, lance de nombreux raids depuis l'Afrique du Nord contre les chrétiens. En Europe, Charles de Habsbourg s'affirme comme le souverain le plus puissant sous le nom de Charles Quint. Héritier de la couronne d'Espagne par sa mère et de la couronne d'Autriche par son père, il devient empereur du Saint-Empire germanique en 1519 jusqu'en 1556. C'est le souverain aux 17 couronnes. Il règne sur une grande partie de l'Europe et rêve d'une monarchie universelle chrétienne. Mais ce rêve se brise sur la volonté d'indépendance d'autres rois en Europe. Ainsi, le roi de France, François Ier, n'hésite pas à s'allier à Soliman le Magnifique en 1536. Charles Quint combat les Ottomans au nom de la chrétienté et pour protéger ses possessions en Méditerranée. Mais il échoue. C'est son fils, Philippe II, qui met fin à la domination ottomane en Méditerranée par la victoire navale de Lépante en 1571. En conclusion, au XVIe siècle, la Méditerranée devient un espace de conflit entre Charles Quint et Soliman le Magnifique. La découverte de nouvelles terres, de nouvelles routes maritimes et l'accès aux épices de territoires de l'océan Indien marquent le début du lent déclin de l'espace commercial méditerranéen. En résumé, ce qu'il faut retenir de la deuxième partie. Au XVIe siècle, la Méditerranée est la zone d'affrontement entre deux princes, Soliman, qui est à la tête de l'Empire ottoman, il étend son empire surtout en Europe où il est arrêté devant Vienne en 1529, et Charles Quint, qui règne sur un empire qui recouvre une partie importante de l'Europe. Il se veut le défenseur de la foi chrétienne.